Que vous soyez passionné de parcs d'attractions, prêt à traverser des centaines de kilomètres pour faire une pomme, ou au contraire complètement novice dans ce milieu, je suis à peu près certain d'une chose. Si je vous pose la question, quels sont les parcs d'attractions les plus immersifs au monde? Vous penserez tous plus ou moins la même chose. Pour le grand public, l'image de Thunder Mesa à Disneyland Paris, ce village typique du Far West américain, sera souvent l'une des premières à venir à l'esprit. D'autres penseront au quartier d'Europa Park, capable de faire voyager d'un pays à l'autre en seulement quelques minutes de marche. Les plus chanceux évoqueront leurs souvenirs émerveillés devant le château de Poudlard à Universal, une réalisation qui a profondément rebattu les cartes du divertissement en ajoutant de nouvelles dimensions à l'expérience visiteur. Et puis, les plus connaisseurs parleront de Rookburg, de sa densité incroyable de détails, traversée par les rails imposants de Fly. Dans tous les cas, lorsque l'on parle d'immersion, on imagine la même chose. Des décors partout, des détails à chaque mètre carré, des objets, des textures, de grandes structures qui captent le regard. Plus une attraction ou une zone est décorée, plus elle serait immersive. Mais si on enlevait tout ça, si on laissait de l'espace, du silence, du vide, ou presque. Salut à tous, c'est Rockster, et aujourd'hui, pour ouvrir une toute nouvelle série de vidéos sur cette chaîne un peu laissée à l'abandon, j'aimerais vous parler de la manière dont le parc Efteling a réussi à créer l'une de ses expériences les plus immersives, avec The Fliegende Holländer. Pour mieux comprendre le contexte de cette attraction, il est nécessaire de se pencher rapidement sur le parc Efteling. Bien évidemment, je ne vous ferai pas une présentation historique complète du lieu, d'autres l'ont déjà fait bien mieux que moi. En revanche, quelques éléments sont importants à rappeler. Efteling, situé aux Pays-Bas à Kaatsheuvel, est l'un des parcs à thème les plus grands et fréquentés d'Europe. Il s'inspire des contes, des légendes et du folklore européen. Cela a grandement été aidé par quelques figures emblématiques du parc, comme Anton Pieck, qui est à l'origine du somptueux Bois des Contes ouvert en 1952. Il est également difficile de ne pas mentionner Ton van de Ven, concepteur artistique de talent qui a su transcrire ses histoires en véritables attractions. Mais surtout, Efteling n'est pas uniquement un parc d'attractions. Ce n'est pas pour rien qu'il est souvent appelé le Disneyland hollandais. C'est un parc qui a toujours été construit autour d'une idée très simple: faire ressentir avant de faire comprendre. Ici, on ne vous explique pas un univers, on ne vous narre pas une histoire, on vous y plonge. Contrairement à de nombreux parcs modernes, Efteling ne cherche pas à impressionner à chaque instant, à saturer tous nos sens. Le parc nous laisse de l'espace, de la respiration. La nature fait partie intégrante de l'expérience, au même titre que les attractions. Et c'est cela qui nous laisse une impression si différente, un bien-être profond, comme à la maison. Droomvloert nous plonge dans un rêve contemplatif, sans jamais nous raconter d'histoire. Symbolica propose des expériences variées, selon l'aventure choisie, permettant de découvrir à chaque tour de nouvelles facettes. Baron 1898 allie une atmosphère pesante, avec des sensations relevées pour nous faire ressentir des émotions très particulières. Sans oublier, bien sûr, Danse macabre, qui est une expérience indescriptible. À Efteling, l'immersion ne repose pas uniquement sur les décors, elle repose sur une intention. Et c'est précisément cette intention qui rend The Fliegende Holländer si intéressante. En quelques mots, cette attraction hybride, ouverte en 2007, est un mélange entre un dark ride et une montagne russe aquatique. Elle raconte le périple maudit du navigateur Willem van der Decken, qui hante les océans après sa mort. L'attraction nous plonge parfaitement dans ce port du XVIIe siècle, avant de nous envoyer dans une traversée sombre et mouvementée. Alors, pourquoi ai-je souhaité parler de ce roller coaster dans cette vidéo? Car parmi toutes les attractions du parc, c'est sans doute celle qui pousse le plus loin cette idée d'immersion par suggestion. Elle n'en montre pas beaucoup, mais fait ressentir énormément. Cette expérience très marquante m'a donc amené à me poser cette question, fil conducteur de cette vidéo. Une attraction doit-elle vraiment être remplie de décors pour être immersive?
Comme partagé dans l'intro de cette vidéo, il est très difficile de ne pas faire le lien entre l'immersion, l'émotion, avec les décors présents. Et vous auriez raison de le penser. Certains exemples sont frappants. D'une part, la présence de décorations permet aux visiteurs de comprendre instantanément où il se situe et quelle histoire lui sera racontée. Il n'a pas besoin de réfléchir, il se retrouve directement projeté dans un autre monde. Mettre un pied dans Galaxy's Edge nous plonge directement sur cette planète cachée de Star Wars, tout en provoquant un effet waouh très agréable. Par ailleurs, la présence de détails visuels renforce la crédibilité du monde. Des petits éléments dans les recoins semblent cacher de la vie et apportent une cohérence globale à l'univers. J'ai parlé de Rookburg, mais c'est un exemple parfait d'environnement chargé, crédible, où chaque bâtiment semble abriter la vie. Enfin, l'abondance visuelle empêche les sorties d'immersion. En coupant le monde extérieur, en évitant les intrusions visuelles, il est plus facile d'immerger les visiteurs dans un univers. Un Nintendo World, par exemple, est très efficace, car les éléments de décor empêchent de voir les autres zones thématiques. En théorie, cela semble fonctionner. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Il y a quelques semaines, je me suis baladé à Walt Disney Studios et plus particulièrement dans Avengers Campus. Alors, tout était propre, bien décoré, bourré de détails avec une cohérence visuelle qui était assez impressionnante. Et pourtant, je ne ressentais rien. Pas d'émotion particulière, aucun enjeu. Malgré tous les efforts, je me sentais comme dans une zone commerciale de l'Est parisien. Et alors, je me suis mis à repenser bêtement à une autre attraction, les Wind Jazz à Phantasialand. Pourquoi, malgré leur côté extrêmement kitsch et peu fourni en décor, avec une impression accrue d'être présent dans un centre commercial abandonné, cette attraction reste bloquée dans mon esprit? Pourquoi est-ce que je me souviens encore parfaitement de la sensation de malaise constante, la pression, voire le stress éprouvé dans la file d'attente? Cette sensation d'être plongé dans un monde parallèle, de se sentir profondément concerné par un coaster qui est uniquement un spinning Maurer. Et j'ai alors compris quelque chose. La quantité visuelle ne suffit pas à rendre une zone ou une attraction mémorable. Le plus important, c'est d'avoir une cohérence sensorielle. Ce qu'il faut, c'est toucher directement les émotions des visiteurs, avec une approche complètement originale. L'idée de travailler le subconscient. Et surtout, faire travailler des sens qui ne sont pas sollicités habituellement dans des parcs d'attractions. Lorsque l'un de nos sens est en retrait, les autres prennent le relais. Et ça, c'est un mécanisme primitif. Dans l'obscurité, l'ouïe devient plus fine. Dans le silence, le moindre mouvement prend de l'importance. Quand la vue n'est plus saturée d'informations, le corps se met à écouter autrement, à ressentir l'espace, la température, le rythme. Notre imagination s'active. Elle comble le vide, projette des formes et invente des dangers. Tout comme les monstres imaginaires que l'on voyait dans notre chambre lorsque l'on était enfant. Et c'est précisément là que l'immersion devient la plus puissante. Non pas car elle nous montre davantage, mais parce qu'elle nous laisse le temps d'imaginer ce qui se cache dans l'obscurité. En retirant volontairement nos repères habituels, nos standards thématiques que l'on connaît universellement, on ne perd pas en intensité, bien au contraire, on crée les conditions idéales pour que l'expérience se grave plus profondément. Et l'attraction Fligando Lander s'inscrit totalement dans cette démarche. Maintenant que tout est ancré, que le contexte global est mis en place, j'ai réfléchi à 4 leviers qui me paraissent magnifiquement utilisés dans cette attraction et qui sont essentiels pour rendre une expérience thématique unique et complète. Avant même de parler de sensations, de mise en scène, il y a un premier levier fondamental dans Fligando Lander, sa cohérence architecturale. Ici, rien ne cherche à impressionner individuellement. Il n'y a pas de bâtiment iconique conçu pour être photographié par tous les visiteurs, comme la montagne de Big Thunder Mountain par exemple. À la place, l'attraction se fond parfaitement dans son environnement, comme s'il avait toujours été là. Les structures sont basses, étirées, faites de bois sombre, de pierres brutes, avec une toiture complètement irrégulière. Rien n'est flamboyant. Tout semble usé, exposé aux éléments et complètement marqué par le temps. Et surtout, tout semble appartenir au même univers. Ce qui frappe, c'est l'absence d'effet waouh dans les décors. On n'enchaîne pas les salles spectaculaires comme pourrait le faire un Rise of the Resistance. On traverse ici un univers cohérent, crédible et sans grande fioriture. Ce que je veux montrer ici, ce n'est pas cette cohérence en tant que décor. Au contraire, ce qui m'intéresse, c'est le fait que cette architecture accompagne une transition vers d'autres émotions, bien moins visuelles cette fois-ci. À mesure que l'on s'engouffre dans la file d'attente, quelque chose change subtilement.
La quantité de détails diminue. Les espaces s'ouvrent, s'assombrissent et se vident. Comme si l'attraction faisait le choix de retirer plutôt que d'ajouter. Nous débutons par un extérieur très détaillé et bruyant en plein cœur de parc, puis par un bureau lumineux et chargé en éléments. Mais à partir de la cale de bateau et des quelques pièces suivantes, nous arrivons dans un village portuaire bien plus imposant au milieu de la nuit. Et plus l'attraction avance, plus les espaces semblent grands et vides. Progressivement, l'architecture cesse d'être présente pour être observée. Elle devient un cadre, un volume, une présence silencieuse. Et c'est exactement à ce moment-là que l'atmosphère prend le relais. Ce dépouillement progressif n'est pas un manque. En retirant peu à peu nos repères habituels, Fligando Hollander nous éloigne du parc et nous rapproche du cœur même de l'histoire. Il n'y a toujours pas de narration explicite. Contrairement à certains pré-shows qui nous plongent dans l'action, je pense notamment à celui de The Walking Dead The Ride à Thorpe Park, ici il n'y a aucun élément brusque. Mais l'état d'esprit est déjà parfaitement installé, celui d'un monde crédible, isolé, cohérent, dans lequel on sent que le calme cache bien plus que ce que l'on voit. Et comme j'en ai parlé juste avant, lorsque le visuel s'efface peu à peu, un autre sens prend le relais. Dans The Fligando Hollander, le son n'est pas simplement un accompagnement, il est un guide, voire un élément narratif à part entière. Dès la file d'attente, le travail sonore commence à agir. La première partie est très calme, mystérieuse, avec peu de musique. On entend le vent, les craquements du bois, des sons lointains. Rien n'est clairement mis en avant, mais tout participe à une même sensation, celle d'un lieu exposé, instable et vivant. La deuxième partie, celle du port qui sert de quai d'embarquement, propose une atmosphère complètement différente. Une musique entêtante tourne en boucle, on entend des vers trinqués, une ambiance festive, presque réconfortante. Cependant, au vu de l'atmosphère pesante du début, il est très difficile de rester serein et de se sentir pleinement en sécurité. Et c'est cela qui permet d'ajouter un contraste très intéressant lorsque l'on monte à bord. Le bateau quitte notre seul lieu de sécurité pour se plonger dans les ténèbres. Un silence s'installe petit à petit et laisse le temps à notre cerveau de repenser aux émotions angoissantes du tout début. Nous ne sommes pas en sécurité, la malédiction existe. Ce silence est essentiel, parce qu'un silence, dans un environnement déjà dépouillé visuellement, devient extrêmement parlant. Le moindre bruit prend alors une importance démesurée. Le clapotis de l'eau, le frottement de la coque, les cloches au large qui résonnent comme un écho lointain. Tout semble annoncer quelque chose sans jamais le révéler complètement. Ce choix sonore crée une tension permanente, une attente, une impression que l'attraction retient son souffle. Ainsi, lorsque le cimetière de carcasses de bateaux et le Hollandais volant se présentent, que les jets d'eau arrosent les passagers, que la musique s'intensifie, l'effet est immédiat. L'immersion est parfaite. On comprend que le danger est toujours là, et sans avoir le temps de le conceptualiser, la partie coaster a déjà commencé. Pour finir, le retour en gare se fait avec une musique bien plus douce et calme, comme si le danger avait été évité. L'atmosphère de la gare n'est plus du tout la même. La tension de la montée en gare se transforme en une nuit calme, apaisée, car la malédiction a été brisée. Un même lieu, avec les mêmes décors, peut avoir deux atmosphères complètement différentes selon l'anticipation qui a été faite. Mais pour que ces sons fonctionnent, ils doivent s'appuyer sur des éléments parfaitement reconnaissables, un imaginaire collectif, profondément ancré, que l'on n'a pas besoin d'expliquer. Avant même d'entrer dans l'attraction, The Fligando Hollander bénéficie d'un élément fondamental. Son histoire n'a pas besoin d'être expliquée. Le Hollandais volant est une légende ancienne, transmise depuis des siècles. Un navire, condamné à errer éternellement. Une malédiction. Un capitaine défiant les éléments. Même sans en connaître les détails, le simple nom évoque quelque chose. La mer, la brume, les tempêtes, la damnation, l'idée d'un voyage sans retour. L'attraction n'a pas besoin de nous poser un contexte précis. Elle n'a pas besoin de nous prendre par la main. Le mythe est déjà là dans l'imaginaire collectif. Bien évidemment, des éléments de la file d'attente nous permettent de raconter la storyline. Celle-ci est évoquée, mais n'est jamais racontée entièrement, à l'aide d'écrans, de panneaux, de pré-show. Un port hostile, une mer menaçante, cette approche est parfaitement efficace, parce qu'elle crée une complicité mentale entre le lieu et le visiteur.
Et comme toute histoire déjà connue par chacun, elle est libre à l'interprétation. Nous ne voyons presque jamais Willem van der Decken. Aucune créature vivante, aucun navigateur, aucun fantôme n'apparaît. Ce flou n'est pas une faiblesse. C'est ce qui permet à chacun de projeter ses propres peurs, ses propres images, ses propres traumatismes. Et c'est lorsque cette légende prend vie dans l'esprit de chacun que l'attraction active le levier le plus puissant, notre imagination. Ce levier est le plus important. En effet, il résulte de l'ensemble des éléments que j'ai évoqués précédemment. Une fois le regard mis en retrait, une fois l'ouïe plus attentive et une histoire déjà connue de tous, notre cerveau peut enfin prendre le relais. De Fligando Hollander installe une attente, une anticipation grâce au vide, mais également grâce à la lenteur du ride. Le bateau avance, tout doucement, hors du port. Les pièces sont traversées sans aucune urgence. Mais cette lenteur n'est pas du tout apaisante, elle est pesante. Plus le temps s'étire, plus l'esprit a le temps de se poser des questions. Chaque silence paraît suspect. Chaque bruit semble annoncer un nouvel élément. Notre imagination est souvent bien plus efficace que n'importe quel décor. Elle amplifie les sensations, exagère les dangers et fait un lien direct avec les convictions personnelles de chacun. Un traumatisme d'enfance peut incarner une image bien plus terrifiante qu'un jumpscare en carton-pâte. La montée en tension se fait sans que l'on puisse l'expliquer ni la contrôler. Autant la perception de décor peut être appréhendée, autant le subconscient ne peut pas l'être. Et comme lorsque l'on regarde un bon film d'horreur, l'immersion se fait en deux temps. Lorsque cette phase lente d'anticipation se termine, il faut un changement brutal d'ambiance. La lenteur laisse place à la vitesse, la retenue à la rupture. L'angoisse se diffuse instantanément avec puissance. Cette accélération ne serait rien sans ce qui la précède. Le coaster n'est pas là uniquement pour procurer des sensations, mais il agit comme une libération. Et c'est précisément ce contraste qui rend l'attraction aussi unique. Fligando Hollander ne cherche pas à surprendre directement, ni à impressionner dès l'entrée. Il prépare. Il nous laisse le temps de craindre, de projeter, de ressentir. Et lorsqu'enfin il agit, ce n'est plus seulement une attraction, c'est l'aboutissement d'une angoisse que l'on a soi-même construite. Bon, cette formule magique semble être l'une des clés pour réussir une attraction, voire un parc tout entier. Mais alors, pourquoi peu de parcs osent le faire réellement? Pourquoi la plupart cherchent à surcharger les décors, à optimiser le moindre mètre carré de terrain? À mon avis, plusieurs éléments peuvent être soulevés. On peut parler déjà de la pression commerciale. Les décors spectaculaires attirent tout de suite l'attention, génèrent des photos, des partages sur les réseaux sociaux. Lorsque l'on voit des univers comme Discoveryland ou Frontierland, de nombreux visiteurs s'amusent à partager des images devant ces lieux emblématiques. Au contraire, les façades de Fligando Lander sont beaucoup moins impressionnantes à partager. Je pense aussi qu'il y a un autre point à soulever, c'est la sensibilité du public. Un univers subtil, axé sur l'imagination de chacun, peut laisser une partie du public au bord de la touche. Certains ne seront pas du tout touchés par ces propositions. Et c'est pour cela qu'un parc comme Efteling ne fait pas du tout l'unanimité. Par ailleurs, certains univers ne parlent pas non plus à toutes les générations, qui n'ont pas les mêmes histoires et légendes comme référence. Enfin, pour que ce genre d'attraction fonctionne, il faut une synchronisation parfaite entre le son, le rythme, les effets spéciaux. Et mine de rien, cela exige des investissements importants en conception, avec un storytelling plus complet qu'un simple décor. Créer une atmosphère demande plus de temps, plus de travail. Et surtout, si cela est mal fait, l'attraction peut vite devenir détestée. Flight Force est un exemple parfait de ce cas. En d'autres termes, l'immersion par l'atmosphère est risquée car elle ne se voit pas sur une affiche. Finalement, est-ce qu'une attraction doit-elle vraiment être remplie de décors pour être immersive? Eh bien non, pas uniquement. De Fligando Lander nous prouve ici une chose essentielle. L'immersion ne vient pas uniquement du décor, ou du choix de la musique, ou même de la beauté du lieu. Elle vient de l'harmonie de tous ces éléments mis bout à bout lorsqu'ils permettent à chaque visiteur de travailler son imagination, et encore plus lorsqu'il n'y a rien à voir. Cette subtilité rend l'expérience bien plus marquante car elle ne vous quitte pas lorsque vous quittez le parc. Bien sûr, je pense que la plupart des exemples récents nous prouvent que des décors fascinants, alliés à tous les leviers présentés dans la vidéo, sont un terreau particulièrement adapté à créer des merveilles d'immersion. Pensez à Voltron, dont l'atmosphère de la file d'attente décuple la pression d'un rail déjà très éprouvant. Pensez à un Flight of Passage, qui a un équilibre entre immersion complète et un land extraordinaire visuellement. Mais après tout cela, est-ce qu'il ne faudrait pas se demander si l'immersion est le critère le plus important pour une expérience mémorable?
Est-ce que le plus important, ça serait pas plutôt l'authenticité? Quand on va dans un parc, on cherche avant tout l'amusement, le partage. Pourtant, ce sont souvent les petites imperfections, les designs un petit peu mal faits et pas du tout immersifs qui nous touchent le plus. Ce genre de notion, qui peut vous faire préférer une attraction kitsch et douloureuse comme le premier Eurosat à certains coasters à sensations mal inspirées, c'est exactement ça qui est important à mes yeux. Et c'est exactement ce qui rentre en contraste avec la perfection lisse des nouveautés actuelles. Pour moi, nous sortons un petit peu du cadre de la vidéo et c'est plutôt une ouverture vers la suite. Ce terrain, je l'explorerai sûrement dans une prochaine vidéo. Un grand merci d'avoir regardé ce premier essai en vidéo, qui apparaît bien longtemps après la dernière postée il y a quelques années. Comme vous l'aurez remarqué, l'important c'est pas de faire une présentation linéaire ou historique des attractions. Pour moi, le concept de cette nouvelle série, c'est de vous partager des réflexions un peu plus poussées, un petit peu philosophiques même, autour des parcs. Qu'est-ce qui nous fait aimer les parcs? Pourquoi certaines attractions nous font ressortir avec des sensations très particulières, alors que d'autres nous laissent insensibles? L'idée est de ranimer en chacun de nous la petite flamme qui les rend passionnés et qu'ils ont peut-être oublié lorsqu'ils étaient assis dans un butterfly perdu au milieu de nulle part. Comme chaque passion, celle des parcs peut être ponctuée de hauts et de bas. Certaines déceptions peuvent aussi nous éloigner de ce que l'on aime au plus profond. Finalement, pourquoi attendre des heures pour 5 minutes assis dans un véhicule? Et parfois, au milieu de nulle part, une étincelle jaillit. Une journée lors de la saison hivernale à Europa Park, un ride de nuit dans Untamed, un moment partagé en famille ou avec des amis à Disneyland. C'est cela qui m'intéresse et que je souhaite mettre en avant dans ma série. En tout cas, j'espère que cela vous plaira. Au passage, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire en commentaire quels éléments immersifs vous ont profondément marqué et dans quelle attraction en particulier. Sur ce, portez-vous bien et à très vite.